Bonsoir et ravi de vous retrouver pour un numéro nouveau du Grand Oral. Le temps des prédateurs politiques est-il la marque de notre époque? Je recevrai donc en seconde partie Jérôme Klech, spécialiste prospective politique, qui viendra nous annoncer, nous expliquer quels sont les nouveaux maîtres du futur. Mais tout d'abord, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Jonas Haddad. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes vice-président de la région Normandie, porte-parole de LR. Avec vous, on va savoir si pour le LR c'est le temps des losers ou des vainqueurs. Ça, on va le savoir dans quelques minutes en tout cas avec vous, parce que tout d'abord, voilà, on est depuis quelques jours dans une nouvelle ère chez LR. Il y a un candidat déclaré, Bruno Retailleau, président du parti Les Républicains. Alors est-il le seul candidat ou se déclare-t-il pour pouvoir ouvrir la compétition autour de lui? Non, il y a d'autres candidats et je pense que Bruno Retailleau, en tant que président de sa famille politique, avait besoin aussi de clarifier son positionnement. C'est ce qu'il a fait, puisque l'objectif c'était de dire aussi qu'aujourd'hui, il y a un parti qui réclame l'ordre dans les comptes, l'ordre dans la rue, et que ce parti a besoin d'avoir un candidat. Bien évidemment, il peut y avoir d'autres candidats. On va voir les modalités. Il y a un groupe de travail qui a été lancé pour savoir est-ce qu'on fait une primaire, est-ce qu'on fait une primaire ouverte, est-ce qu'on fait une primaire fermée, est-ce qu'on donne la parole aux militants. En tout cas, ce qui sera important, c'est que la droite ait un représentant à l'élection présidentielle. Parce que si vous regardez les sondages, les uns après les autres, les Français sont majoritairement aujourd'hui de droite. Ils veulent de la sécurité et ils veulent moins d'impôts, globalement. Mais pour le parti LR, on a du mal un peu à comprendre au fond la méthode. C'est-à-dire que le président se déclare candidat pour dire il y aura d'autres candidats. Ça n'est pas que moi, en fait. C'est pourquoi? C'est pour accélérer un processus, faire en sorte qu'enfin il y ait une décision, alors qu'on est à un an pratiquement du scrutin présidentiel et qu'il n'y a pas d'accord sur la méthode pour désigner un candidat. Donc c'est quoi? C'est jouer l'ouvre-boîte? Bon, c'est déjà arrivé par le passé. Avec Nicolas Sarkozy qui était président du parti, qui était dans une primaire, avec 2016. En 2016, avec d'autres primaires qui ont eu lieu. En fait, à partir du moment où vous lancez le mécanisme de la primaire, vous acceptez d'en prendre les risques. Je ne sais pas si Bruno Retailleau participera à une primaire. Je ne sais pas quelles seront les conclusions du groupe de travail. Ce que je sais, c'est qu'il s'est déclaré candidat à la présidentielle et que c'est une bonne chose pour notre pays. On va certainement revenir sur ce sujet, évidemment, très très régulièrement avec vous et avec d'autres chez LR. Mais je voudrais d'abord aussi évoquer avec vous et avoir votre regard sur ce scandale mondial qui secoue toutes les élites sur la planète. Vous avez compris, je peux parler de l'affaire Epstein. Pour vous, de quoi cette affaire est-elle le nom ? Cette affaire, c'est peut-être aussi le nom d'un état d'esprit d'une époque, qui est une époque révolue, et tant mieux. C'est pas l'état d'esprit de ma génération, par exemple, c'est l'état d'esprit d'un moment dans lequel, vous parlez d'élite, après on peut mettre ce qu'on veut derrière tout ça, des gens ont considéré qu'il fallait abaisser toutes les barrières morales et qui ont cru que parce qu'ils étaient puissants, ils pouvaient s'abstraire de toute moralité. Et donc on voit bien que ça fait tomber des monuments. Quand on voit par exemple, ce qui est devenu ces derniers jours Jack Lang, c'est-à-dire des monuments de gens comme ça qui... Mais il a dû quitter, démissionner donc, de son poste d'Institut du monde arabe. En fait, toutes ces figures d'une gauche culturelle qui voulait abaisser toutes les barrières de tout ce qui existait, eh bien aujourd'hui c'est en train de s'écrouler, c'est un monde qui est en train de s'effondrer. Pour vous c'est un symbole d'une gauche qui s'écroule, c'est uniquement lié à cela? Non, je ne dis pas que c'est uniquement lié à la gauche, mais on voit bien que dans les relations, notamment françaises, que pouvait avoir M. Epstein, mais aussi, il était très lié à Bill Clinton. Aux États-Unis, on le voit dans les articles. Très lié à Donald Trump. D'abord, beaucoup. Alors, si on regarde dans Donald Trump, j'ai regardé parce que moi j'aime bien aller dans la précision, c'est mon métier d'avocat qui m'y oblige. Il est marqué que Donald Trump a été celui qui, à un moment, a appelé le procureur pour expliquer qu'il fallait faire en sorte d'avoir des actions contre le Epstein en question. Donc, et je pense que, en fait, bon, après, on ne va pas en faire une bataille politique parce que ce n'est pas le cas, mais la réalité, c'est que c'est fondamentalement le symbole d'un état d'esprit d'une époque qui, à un moment, a voulu abaisser toutes les barrières de la morale. Vous parlez justement de bataille politique. Faut-il une commission d'enquête, comme le demande la France Insoumise en France? Elle n'arrête pas de... Même si Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a dit pas de commission d'enquête, ils reviennent au créneau, contestent et veulent quand même une commission d'enquête. Est-ce qu'il faut une commission d'enquête sur ce qu'on appelle le volet français, entre guillemets, de cette affaire? Alors j'ajouterais, puisque vous êtes un peu pudique par exemple sur les motivations de LFI, que LFI va beaucoup plus loin dans la fange, puisque LFI dit avant toute demande de commission d'enquête qu'il faut démontrer les liens entre l'affaire Epstein et bien évidemment
Israël. C'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quoi, la pluie, le beau temps, les difficultés ou les sauterelles dans le monde, ils trouvent un lien avec Israël. Et donc c'est une difficulté fondamentale d'avoir un parti qui se structure aujourd'hui autour de la haine des Juifs et d'Israël. Et moi j'assume le terme totalement. Vous savez, dans le système politique aujourd'hui, les gens disent « Oh, LFI flirte avec l'antisémitisme » ou alors dépasse des... Non, c'est structurellement un parti qui est aujourd'hui fondamentalement antisémite et qui base sa politique sur la haine d'Israël et par ailleurs en France de ce que peut être le monde juif. Et donc relier cette affaire avec une commission d'enquête nationale, mais ces gens sont vraiment très dangereux. Alors, ce n'était pas tant de la pudeur que de vous laisser répondre, parce qu'il y a aussi d'autres questions à ce sujet, parce qu'on voit bien que ce qu'a dit effectivement la France Insoumise rejoint aussi ce que dit à l'extrême droite Alain Soral, le polémiste d'extrême droite, qui a dit, vous voyez bien maintenant qu'avec l'affaire Epstein, eh bien, c'est une mafia juive qui existe et qui est à l'œuvre. Donc, on assiste quoi à la connexion brun-rouge? Oui, regardez d'ailleurs ce que dit Alain Soral de Jean-Luc Mélenchon, et regardez exactement ce que les renvois de ballons, sauf que la difficulté, c'est que Alain Soral était un peu mis au banc de l'opinion publique. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'aujourd'hui, des gens comme LFI sont élus, et, pardon, on en parlait tout à l'heure, le PS fait encore des alliances avec ces gens-là. Pour les municipales, on va en parler des municipales tout à l'heure, le porte-parole du Parti Socialiste, mon homologue, a dit « Nous ne refuserons pas toutes les alliances avec LFI ». Ils veulent encore faire des alliances avec ces gens-là qui sont dans le ballon, qui jouent au ballon avec Alain Soral. Moi, je ne comprends plus ce que fait la gauche aujourd'hui. Alors, quand vous jouez au ballon avec Alain Soral, c'est-à-dire que vous dites en fait qu'il y a pour vous un rapprochement entre l'extrême gauche et l'extrême droite, entre une personnalité comme Jean-Luc Mélenchon et Alain Soral. Vous le voyez dans des propos, pour vous, c'est quelque chose d'avéré? Oui, c'est-à-dire qu'on parle souvent de tenaille identitaire dans ce sens-là. Et ben moi, il y a une autre tenaille qu'on voit là. Après, extrême droite, qui est d'extrême droite aujourd'hui? Qui on qualifie d'extrême droite? Je ne saurais pas mettre la barrière à un endroit. En revanche, le Conseil d'État a bien dit que LFI était d'extrême gauche. Ça leur fait beaucoup de mal, mais j'aime bien le rappeler. Il y a une obligation de discernement dans cette affaire Epstein également, parce que parmi les milliers de personnes citées, tout le monde n'est pas incriminé, tout le monde n'a pas participé aux activités de prédateurs sexuels d'Epstein. Mais on a le sentiment qu'effectivement, c'est le scandale rêvé pour les complotistes. Le sexe, le pouvoir, l'argent, le show business, la politique, avec au cœur Epstein, qui est un juif d'origine new-yorkaise. C'est ça aussi qu'il faut justement éviter de laisser se développer? Ce qu'il faut éviter de laisser se développer, c'est surtout que dans les gens qui sont cités, c'est le Gotham mondial qui est incriminé. Et donc dans ce Gotham mondial, je ne pense pas je pense pas que la perversité est une origine particulière, mais en revanche, on voit bien les motivations de ceux qui essayent de tirer l'affaire à eux. Et donc, bien évidemment, on peut parler de complotisme et on peut parler d'obsession. Chez certains, il y a une véritable obsession de faire des liens là où il n'y en a pas. J'ai vu, par exemple, des personnes qui étaient citées dans des emails avec ce monsieur. Ce sont des personnes qui sont des personnes françaises. Objectivement, il y a bien des gens, je pense, qui n'étaient absolument pas au courant de ce qui se passait. Quand vous êtes un personnage public et que vous êtes dans un dîner ou au festival de Cannes ou autre chose, où il y a des échanges de cartes et vous ne pouvez pas avoir le pédigré de tout le monde. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment il y a une retranscription politique de tout ça. Et aujourd'hui, c'est dégueulasse. Les municipales, effectivement, elles arrivent. Elles sont maintenant dans quelques semaines et elles sont au cœur de notre vie politique. Levée de rideau, on va en parler également, de l'élection présidentielle. Pour la droite, quel est l'enjeu principal selon vous? C'est l'union des droites, comme on dit, qui peut se mettre en route sur le terrain contre parfois l'avis des états-majors, parce qu'il y aura des enjeux, ou c'est maintenir les positions de LR qui en général détient le plus de villes? Alors, l'union des droites, c'est vraiment un fantasme ou une théorie d'étudiants à Sciences Po. Elle ne s'est matérialisée nulle part, alors que, comme je le disais tout à l'heure, l'union des gauches, elle, entre le PS et LFI, s'est matérialisée. Ça, on a compris sur la gauche, on voit votre approche. Mais donc, l'union des droites, moi je veux bien parler de théorie, mais il n'y en a pas aujourd'hui. D'accord? Est-ce que Marine Le Pen, lorsque vous lui posez la question, est-ce que vous êtes pour telle ou telle politique, elle dit « Ah non, ça c'est dégueulasse, c'est quelque chose de droite ». D'accord? Donc, elle-même n'assume même pas ce que c'est qu'un vocable de droite. Enfin, deuxièmement, pourquoi LR, aujourd'hui, veut construire les conditions d'une vague bleue pour les élections municipales?
D'abord, parce que nous sommes aujourd'hui majoritaires au Sénat. Si nous sommes majoritaires au Sénat, ça veut dire qu'on est majoritaire dans les villes. Donc ça veut dire qu'on arrive à démontrer que pour gérer une ville, ceux qui sont les plus à même de le faire, c'est la droite. Deuxièmement, parce qu'on veut chasser la gauche des grandes villes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, sur les 10 villes les plus dangereuses de France, 9 sont détenues par la gauche. Et donc ce qu'on va faire, c'est que de la même façon que je vous dis qu'il y a une alliance assez dégueulasse entre NFP, LFI et PS, eh bien on va faire en sorte de pousser tous ces gens-là. Pourquoi vous qualifiez de dégueulasse C'est dégueulasse, parce que c'est de la politique, c'est pas illégitime. Non, ce sont pas des... pourquoi ce terme Parce que moi je trouve que... Vous voulez choquer volontairement. Oui, parce que imaginez ce qu'aurait été un gouvernement de Lucie Castet. Elle aurait mis Rima Hassan, ministre des Affaires étrangères, dans leur alliance. Vous le présupposez, ça n'est pas avéré. D'ailleurs, elle n'a même pas été nommée. Donc, ils avaient convenu dans ce nouveau Front populaire... C'est la fiction. Non, ils avaient convenu dans ce nouveau Front populaire de se répartir les postes ministériels. C'est une réalité et on ne les lâchera pas là-dessus. D'accord. Donc, en tout cas, vous avez un terme effectivement très musclé. Vous dites pas d'union des droites. Pourtant, le président du RN, Jordan Bardella, a dit officiellement, au cas par cas, on peut envisager le fait d'avoir un accord avec LR dans certaines villes pour empêcher justement LFI d'arriver à des postes dans des villes, ou en tout cas de remporter des villes. Le Front républicain pour empêcher LFI, ça peut exister. Ah, si le RN... Qu'en pensez-vous ? Si le RN veut se désister, parce qu'à un moment il y a une crainte... Et si LR doit se résister, se désister également ? Nous, on a toujours été clairs, à chaque élection législative, lorsque le cas s'est présenté, nous ne l'avons pas fait. Donc moi je veux bien répéter ça tout le temps. Parce que les situations évoluent sur le terrain, les électeurs disent autre chose. C'est sûr. En revanche, si le RN se dit, pour gagner, je vous prends des villes, Strasbourg, Lyon, on a de fortes chances de gagner. Marseille, Nîmes, Rouen, Angers, Toulouse, Blois, Orléans, dans toutes ces villes-là, le RN ne peut pas gagner. Et à un moment, LFI peut être une menace. Eh bien, si le RN dit... on n'a pas envie, parce qu'on a envie de faire en sorte que ce soit la droite qui gagne, eh bien qu'il le fasse. Mais nous ne sommes pas demandeurs. Alors, très bien. Et dans les exemples que vous avez donnés, il y a Marseille. Marseille, peut-être qu'on voit bien, il y a un match très important entre le maire sortant, Benoît Payan, et donc M. Alizio du RN. Un ancien de LR et de l'UMP. Voilà. Mais s'il demande justement, pour pouvoir emporter la ville et empêcher que la gauche continue à gérer la ville, un accord ou un soutien de Martine Vassal de LR, que dites-vous au sommet, à Paris, à l'état-major ? Vous êtes porte-parole également du parti. Je ne sais pas si on est au sommet, mais pour être clair, à Marseille, il y a un fort risque de quadrangulaire. Puisqu'il y a cet abruti, et j'ose le terme aussi, puisqu'il a été très sympathique avec moi, de Delogu, qui a un risque de se qualifier. Il y a M. Payan qui a un risque de se qualifier. Il y a M. Alizio qui a un risque de se qualifier. Et Mme Vassal qui a un risque de se qualifier. En quadrangulaire, c'est-à-dire donc un 4 quarts, en 4 quarts, on n'a aucun intérêt, que ce soit un intérêt politique ou moral ou de valeur, à se retirer au profit du Rassemblement national. Les seuls qui sont en capacité à un moment de dire, même à des gens par exemple qui sont au centre, regardez, il faut qu'on redresse cette ville qui est maintenant aux mains du narcotrafic. C'était censé être la ville symbole d'Emmanuel Macron, Marseille en grand, tu parles. Regardez le résultat, ce que ça fait aujourd'hui. Les seuls qui sont en capacité de remettre de l'ordre dans cette ville, c'est les Républicains avec Martine Vassal. Vous avez évoqué Sébastien Delogu, le candidat de LFI. Dans son programme, il promet de couper le jumelage avec la ville israélienne de Haïfa, une ville mixte où arabes et juifs vivent d'ailleurs en bonne coexistence. Ça montre une fois de plus le signal, c'est-à-dire que vraiment le parti, il est dans une logique uniquement pour vous antisioniste, antisémite. Oui, et j'ajouterais même que c'est aujourd'hui le parti collabo en fait en France. Quand M. Sébastien Delogu, lorsque l'Algérie passe son temps matin, midi et soir à nous insulter, que l'Algérie restaure dans l'hymne national des couplets anti-français, et qu'il arrive et qu'il embrasse le drapeau algérien en pleine crise entre la France et l'Algérie, c'est le parti de l'étranger et de la collaboration. Donc ça va plus loin que uniquement l'antisionisme et l'antisémitisme. Il déteste tout ce que nous sommes. Il déteste les Français, il déteste l'Occident. Et vous savez, Mickaël Darmon, fondamentalement, je pense qu'ils se détestent eux-mêmes. M. Delogu s'invente des origines algériennes qu'il n'a pas. C'est des gens qui se haïssent. Et moi, je pense que nous, lorsqu'on est en France, on a le devoir d'aimer et de respecter notre beau pays. Et donc ça veut dire peut-être accepter un front républicain
contre la France insoumise, comme les études l'ont montré, et qui pourrait faire que, oui, peut-être à ce moment-là, élus RN, élus LR pourraient combattre ensemble LFI? Non, je pense que là, on est en mesure, sur ce cas-là, cas marseillais, de remporter la ville, donc il faut vraiment qu'on y aille de cette façon-là. On voit bien que 2027 est adossé à cette élection municipale. On ne l'a pas vu depuis 2001-2002, donc on voit bien que ce couplet donne justement un moteur particulier. Vous avez donc déjà, vous, votre candidat, mais on a le sentiment, pour l'instant, mais on a le sentiment quand même que les machines à perdre à droite et à gauche sont quand même entrées en action. Comment arriver à faire émerger un nouveau programme et une capacité à intéresser les Français, sachant que dans les dernières études, LR, par exemple, est considéré comme le parti qui intéresse le moins, notamment l'étude Odoxa, sortie de la séquence budgétaire, qui est le plus atteint, avec une image assez dégradée. Comment vous allez faire? Alors j'ai une petite divergence là-dessus, d'abord parce que si LR intéresse le moins selon le sondage Odoxa, c'est en revanche le parti qui a le plus d'adhérents. Il a 150 000 adhérents, donc c'est-à-dire que tous les ans, il y a 150 000 personnes qui payent une carte d'adhérence, ce qui n'est pas le cas des autres. En revanche, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que nous allons sortir du macronisme. Et donc c'est pour ça que tout ça est encore gazeux. On arrive quand même à un double quinquennat de la part d'Emmanuel Macron. Et vous savez ce que disait l'intellectuel Gramsci, c'est-à-dire on arrive à la fin d'un ancien monde, on rentre dans le nouveau monde, mais entre-temps, il y a les monstres qui arrivent. Et ces monstres, c'est aujourd'hui des gens qui... chacun essaye de tirer la couverture à lui pour essayer de construire l'échiquier politique qui va arriver demain. Ça va se mettre en place. Il va avoir une forme de sélection naturelle qui va être assez darwiniste, je pense. Mais vous parlez de timing. Moi, si on a une vague bleue au municipal et que derrière on peut enquiller sur la présidentielle, je ne suis pas certain que le sondage Odoxa aura le même résultat dans quelques mois. Ah, mais si on fait le compte quand même, les candidats putatifs à droite, on peut remplir une camionnette pratiquement. Il y en a beaucoup. Donc, et quand quelqu'un comme Laurent Wauquiez, patron des députés LR, dit « je voudrais une primaire qui aille de Gérald Darmanin à Sarah Knafo », est-ce que vous êtes d'accord avec ce projet? Je pense que c'est le seul à le dire aujourd'hui. Gérald Darmanin a répété il y a quelques jours qu'il voulait une primaire de la droite et du centre. Oui, mais il n'a pas inclus jusqu'à Reconquête. Je pense pas. Je pense que cette primaire fantasmagorique, aujourd'hui, il n'y a que Laurent Wauquiez qui la réclame. On a le sentiment que justement la campagne que mène Sarah Knafo, l'eurodéputée de Reconquête, candidate à Paris, semble être une sorte de campagne météore qui vient bouleverser un peu l'échiquier. Elle est de sondage en sondage, elle avance dans les... Vous trouvez elle est passée de 8 à 12% en quelques jours. Donc matériellement... Donc, comment vous jugez ce que d'aucuns appellent un nouveau phénomène politique? C'est pas mes paroles, c'est les questions que je vous restitue. Si Madame Knafo, avec le respect que je lui dois, est en dessous de Madame Dati, est en dessous de Monsieur Grégoire, est en dessous de Madame Chikirou, est en dessous de Monsieur Bournazel, je ne vois pas le phénomène politique. Enfin, je ne sais pas, moi je suis bête. Hein. Je parle de la progression. Je parle de la progression, de la capacité qu'elle a eue d'arriver dans la campagne, de devenir très vite très identifiée et de bousculer quand même un peu le jeu à droite. Parce qu'on a le sentiment qu'elle inquiète beaucoup la candidate Madame Dati, non? J'ai pas l'impression. Honnêtement, j'ai pas cette impression-là. En tout cas, dans notre camp, c'est pas une inquiétude. Mais après, moi, je n'ai de mépris pour personne. Et je pense que d'ailleurs, lorsqu'il y a beaucoup de buzz, qui a vécu par le buzz, peut parfois être mis en difficulté par le buzz. On l'a vu sur le pass Navigo, on l'a vu sur ça. Ça va très vite. Vous parliez tout à l'heure des météores. La politique est devenue un temps des météores. Et bon, les météores peuvent... avoir des destins différents. Elle aussi appelle à travailler avec l'ensemble de la droite. Elle répète en disant sans arrêt je ne ferai jamais perdre la droite, c'est mon mantra, c'est sa conviction. Oui. Donc est-ce que vous voyez effectivement la possibilité de travailler à LR avec des candidats Reconquête, avec des candidats en RN, en tout cas, histoire de dire nous gagnons des villes vis-à-vis de la gauche, comme vous l'avez dit au début? Bon, d'abord, aujourd'hui, Reconquête, à part à Paris, il n'y a pas beaucoup de candidats. Et même, d'ailleurs, vous parliez de Marcel tout à l'heure, Reconquête s'est retiré au profit du RN. Donc, Reconquête n'a pas vraiment un tissu local en tant que tel. Donc, c'est rarement le cas. Deuxièmement, le président du parti Reconquête, qui s'appelle Éric Zemmour, qui s'est mis un peu en retrait ces derniers temps, est quand même quelqu'un qui, depuis 20 ans, explique que LR n'a aucun avenir, explique que les gens de droite sont des pauvres types et qui sont lâches, qui ne sont pas courageux.
Je n'ai jamais vu un mariage se faire lorsque la personne qui veut se marier avec vous vous explique que vous êtes moche et que vous n'êtes pas agréable. Voilà, donc c'est une injonction paradoxale en psychanalyse, ça veut dire on dit le tout et son contraire, et malheureusement c'est réputé rendre fou. Et d'ailleurs, vous me parliez tout à l'heure de progression. Le météore Zemmour, qui a commencé à 17% à la présidentielle, il a terminé à combien? À 8 ou 7. Valérie Pécresse a fait un appel il y a quelques jours en disant je vois que les mêmes erreurs qui ont été faites en 2002 sont en train de se reproduire. Que pensez-vous de ce qu'elle dit, de cette alerte? Est-ce qu'il faut l'écouter et effectivement, pour vous, a-t-elle raison? Il faut l'écouter parce que cette élection est très importante. Cette élection est fondamentale. Emmanuel Macron a été un très bon prestidigitateur. Il a mis de la poudre aux yeux pendant 2 quinquennats et en fait, il nous remet avec un pays qui est vraiment en difficulté importante. Je regardais les statistiques en arrivant tout à l'heure. Nous sommes aujourd'hui devenus en dessous de la Belgique ou en dessous de Chypre en termes de pouvoir d'achat. La France, qui était une des grandes puissances européennes, la deuxième puissance européenne, nous sommes en train de nous tiers-mondiser. Et donc c'est ça le résultat de la politique d'Emmanuel Macron. Et donc il faut qu'on sorte de ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous êtes tiers-mondisé? Vous pouvez avoir des réflexes de pays du tiers-monde et vouloir des extrêmes. L'extrême gauche d'un côté, l'extrême droite de l'autre. Donc quand Valérie Pécresse dit qu'il ne faut pas mettre en route la machine à perdre et qu'il faut tout faire pour éviter ce match horrible. Dès l'été, elle dit. Il faut avoir un candidat, il faut avoir clarifié. Eh bien, je pense. Ce sera possible? Je pense qu'elle a raison parce que le temps est notre ennemi. La question du programme sera évidemment essentielle, parce qu'on ne parle que de personnes, mais le programme. Donc on a l'impression que les libéraux se sont découverts un nouvel héros en la personne du président argentin, Javier Milei. D'ailleurs, vous avez même consacré un documentaire à ce président argentin tellement disruptif, dont on voit d'ailleurs quelques images. Mais pour vous, c'est l'exemple à suivre? Ça y est, il y a une référence nouvelle pour les libéraux en France? En fait, j'ai eu un signal faible au moment dans lequel il y a une tribune de Piketty et de centaines d'économistes. Thomas Piketty, l'économiste, voilà, qui est multi-prix Nobelisé ou je sais pas quoi. Qui aspire beaucoup une partie de la gauche avec Zuckman, tous ces gens-là qui ne sont pas des économistes, qui sont des militants, et qui expliquaient que ça allait être un carnage si Milei y arrivait. Résultat des courses aujourd'hui, la dette argentine s'est effondrée, donc aujourd'hui le pays va beaucoup mieux. Et la pauvreté, on est passé de 56% de taux de pauvreté à 23%. Et il y a beaucoup de similitudes avec la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France est dans le même état que l'Argentine d'un point de vue de la dette, du déficit public, du poids de la dépense publique. Et puis, elle se cherche un modèle. On parle tout à l'heure de l'extrême gauche et de l'extrême droite. L'extrême gauche, c'est une radicalité. L'extrême droite est une radicalité. Quelle radicalité nous avons porté à droite pour donner un espoir? On voit s'organiser d'ailleurs des groupes de pro-milléistes en France et on a le sentiment qu'il y a au fond un projet de création d'un parti milléiste. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Alors, il y a quelqu'un qui a un compte sur Twitter qui s'appelle le Parti milléiste français, mais à côté de ça, c'est vrai qu'il y a une galaxie libérale qui est en train de se reconstituer et qui est en train de se reconstituer avec pour la première fois, des entrepreneurs qui s'engagent. D'habitude, vous savez, en France, les entrepreneurs disaient « je ne peux pas trop mouiller pour mon business, ça ne marche pas trop, etc. » Là, les entrepreneurs disent « ça suffit, on en a marre d'être tendus et on veut faire en sorte que ce beau pays se relève. Sinon, ils partiront. » Et attention, moi, ce que je crains, ce n'est pas les grands capitaines d'industrie qui partent. Ça, ils peuvent partir s'ils souhaitent. C'est ces jeunes entrepreneurs qui ont faim et qui peuvent incarner l'avenir de notre pays. Jean Haddad, 20 ans après le meurtre de Diane Halimi, dans des conditions effroyables par le gang des barbares, où pendant 24 jours, il a subi un calvaire de torture et ensuite a été laissé pour mort donc dans une banlieue de Paris. Le président de la République a planté un arbre, Ilan Halimi, dans le jardin de l'Élysée. Est-ce que le symbole, pour vous, est suffisant? Et comment voyez-vous la lutte contre l'antisémitisme en France depuis toutes ces années? C'est dur en même temps. Emmanuel Macron a planté un arbre en mémoire d'Ilan Halimi, mais il a planté la manifestation dans laquelle il était attendu contre l'antisémitisme. Et la difficulté avec Emmanuel Macron, c'est qu'il traite en permanence les conséquences de l'antisémitisme, mais il ne veut pas s'attaquer aux causes. Les causes, c'est le fait que dans notre pays, dans un certain nombre d'écoles aujourd'hui, des profs sont en train de se censurer parce qu'ils ne veulent plus raconter l'histoire de la Shoah. Qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes un juif dans le 93, dans le 94, dans le 95, dans les banlieues de plein de pays, de plein de villes dans la France, c'est une difficulté. Et enfin, moi, je mets les pieds dans le plat. Quand vous avez 500 000 immigrés aujourd'hui en France qui rentrent, dont certains qui viennent de pays dans lesquels l'antisémitisme est viscéral,
Qu'est-ce que vous pensez qu'un Gazaoui ou un Afghan qui arrive en France pense lorsqu'il voit un Juif? Est-ce qu'il y a autant de Gazaouis que ça qui arrivent en France? Non, mais il y a beaucoup d'Afghans, par exemple. Et c'est Donc pour vous, l'antisémitisme est lié à l'immigration? Alors, d'abord, oui, je l'assume. D'abord, oui, puisqu'aujourd'hui, le moteur principal de l'antisémitisme, c'est une immigration qui vient de pays arabo-musulmans dans lesquels la haine du juif est culturelle. Et donc ça, je l'assume totalement. Et deuxièmement, ce que je dis, c'est lorsqu'on met un pied en France, il faut que ces immigrations-là, donc on traite la cause, on leur explique que quand on est en France, on ne déteste pas, on ne décapite pas et on ne torture pas les juifs. Cette décision du président de la République vis-à-vis de ce symbolique arbre, c'est de nature pour vous à réparer le lien abîmé entre le président de la République et la communauté juive, ou ça restera la marque de cette présidence? Moi, je pense que la communauté nationale, surtout, doit se mobiliser contre l'antisémitisme. Ce n'est pas une histoire que de la communauté juive. Et lorsque Emmanuel Macron, alors qu'il avait posé des conditions pour la reconnaissance de l'État palestinien, ne respecte pas ces conditions, et pour faire un coup de buzz, il reconnaît l'État de Palestine qui aujourd'hui n'a pas prospéré. Lorsque Emmanuel Macron plante un arbre pour Halimi, mais qu'il plante la manifestation pour l'antisémitisme, je pense qu'Emmanuel Macron, sur ce sujet-là, est disqualifié. Merci beaucoup, Jonas Haddad, d'être venu nous voir au Grand Oral. Le Grand Oral continue avec Jérôme Clèche dans quelques instants.